Voilà. Moi, je n'ai pas besoin beaucoup de... Ouais. Ah, ja, ok, ça va. Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus, vous tous. Donc, vous savez la raison pour laquelle on a organisé cette conférence de presse. Demain, nous avons, comme vous avez été présenté ici, le World Meningitis Day. Donc, on voudrait tirer l'attention sur une maladie assez importante concernant les petits-enfants, mais aussi les adolescents et quand même aussi les adultes. Et on avait l'intention de vous informer un peu concernant cette maladie assez sévère. Non seulement il y a des enfants qui meurent de l'infection, mais aussi qui ont, quand ils survivent, des conséquences assez sévères pour peut-être toute leur vie. Donc c'est assez important d'avoir de l'information concernant cette maladie que nous, les pédiatres, rencontrons toujours actuellement. Donc merci d'être ici pour nous en écouter un peu. Moi, je suis... la conférence est organisée par la Société belge de pédiatrie, donc de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde. Moi, je suis le président. Et je suis très heureux que le professeur David Turlink va nous introduire un peu, disons, ou donnant des dates et aussi des chiffres concernant cette maladie. Le professeur Turlink est pédiatre, comme moi, mais il est spécialisé dans l'infectiologie pédiatrique. Et il est le chef de service, je crois, du département pédiatrie en Mangodine. Il est un expert non seulement dans l'infectiologie pédiatrique, mais aussi dans la vaccinologie. Je crois que c'est bien qu'on commence avec lui, qui va nous donner des données assez importantes pour situer un peu le problème ou la maladie qu'on va viser aujourd'hui. David, à vous la parole. Merci Marc. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va un petit peu d'abord vous expliquer ce qu'est, en termes un peu plus simplifiés, ce qu'est une méningite, surtout l'évolution en Belgique. Vous verrez pourquoi je vous citerai la Hollande, parce qu'on a des données assez intéressantes. On parlera du calendrier et des recommandations en Belgique. Et puis on vous expliquera un petit peu, nous, les 6 étapes qu'on juge importantes pour essayer de diminuer en tout cas et d'agir contre la méningite. Alors, oui, Marc d'abord va vous réexpliquer un petit peu le rôle de la société. C'est une duo présentation, hein, comme vous voyez. On se connaît assez bien, oui. Donc, comme je vous ai dit, je suis le président de Société belge de pédiatrie et c'est la société même qui a organisé cette conférence de presse pour vous donner un peu une idée de la mission, disons, de notre BVK, Belgische Vereniging ou la Société belge de pédiatrie. J'ai mis un slide, un dia là-dedans. Donc, on est une société qui existe déjà 100 ans. Je crois que la première annoncement, c'était dans la revue médicale de Bruxelles, dans laquelle on a annoncé la première réunion scientifique avec les chirurgiens aussi. Donc, on existe déjà 100 ans et on essaie de donner ou d'organiser, d'initier, de coordonner des initiatives, des activités scientifiques et aussi éducatives pour tous les pédiatres à la Belgique et aussi pour les assistants aux formations en pédiatrie, aussi avec d'autres disciplines qui sont intéressées ou mêlées dans des choses de la santé de l'enfant et de l'adolescent. Donc ça, c'est la société qui organise cette conférence de presse. Alors, pourquoi parler de la méningite? Ça reste quand même une maladie infectieuse particulièrement sévère. C'est la 6e maladie au niveau mondial qui tue. Et donc c'est important parce que ça veut dire comme on a des vaccins qui sont théoriquement efficaces contre la plupart des méningites bactériennes, on est dans une maladie qui peut être prévenue par la vaccination et qui malheureusement reste quand même la 6e cause de mortalité au niveau infectieux. Retenir aussi que surtout chez les enfants de moins de 5 ans, ça reste également une cause importante de mortalité, ceci au niveau mondial.
Alors, en termes un petit peu simplifiés, c'est quoi une méningite? Une méningite, par définition, c'est une inflammation du liquide qu'il y a autour de notre cerveau. Il y a du liquide qui circule, ce qu'on appelle le liquide céphalorachidien. Ce liquide peut s'enflammer, voire s'infecter, et donner donc ce qu'on appelle une méningite. Alors, il y a 3 éléments importants. C'est que le diagnostic n'est pas toujours évident, surtout chez le jeune enfant, où les symptômes sont parfois un petit peu frustres. On peut avoir parfois même des symptômes initiaux qui sont par exemple une douleur au niveau d'un membre ou un membre plus froid pour le méningocoque, alors que l'enfant va développer dans le décours une méningite. Donc les symptômes sont parfois difficiles à reconnaître. Or, et c'est le deuxième point important, la rapidité du diagnostic est capitale pour le pronostic de l'enfant ou de l'adulte. Plus vite on va prendre ces patients en charge, plus vite on va les traiter efficacement, moins on a de risques de mortalité et de séquelles. Et la troisième chose, ça reste, comme on l'a dit à la première dia, une maladie sévère, une maladie avec une mortalité. C'est difficile de vous donner les chiffres exacts chez nous en Belgique. Pourquoi? Parce que toutes les méningites ne sont pas automatiquement déclarées, mais le méningocoque, qui est une maladie à déclaration obligatoire, on a une mortalité qui est entre 4 et 10%, tout âge confondu, tout type confondu en Belgique. Le pneumocoque, la mortalité est aussi élevée, voire un peu plus élevée chez le tout petit. Et surtout, il y a des séquelles importantes. Le pneumocoque, par exemple, peut donner une surdité. Le méningocoque peut donner d'autres types de séquelles, comme par exemple des problèmes d'amputation au niveau de certains membres. Donc ça reste une maladie rare, mais sévère, et avec une mortalité et des séquelles qui sont loin d'être négligeables. Alors actuellement, et je vous montrerai les résultats de la Hollande, on vaccine contre les méningites depuis une trentaine d'années. On a des vaccins contre les différents types. Et en Europe, ce n'est pas vrai évidemment dans les pays à faibles ressources, mais en Europe, la majorité des cas qu'on voit, 90-95%, sont des virus. La méningite virale est une maladie qui n'est pas grave, qui va évoluer naturellement, spontanément, sans séquelles. 5%, ce sont encore des bactéries. Et dans ces bactéries, il y a les 3 microbes que je vous ai mis, les plus importants. L'hémophilus de type B, pour lequel on a eu la première vaccination en 93 en Belgique avec un succès très très important, vu qu'il y a très peu de cas actuellement, ou chez des personnes à risque, ou chez des enfants, par exemple, qui viennent de régions qui n'ont pas eu de vaccin. Le deuxième microbe pour lequel on a eu une vaccination, c'est le méningocoque, le Neisseria meningitidis. On a un vaccin contre un des groupes du méningocoque depuis 2001, qui est dans le calendrier, et je vous montrerai les résultats avec des très bons résultats. Et puis le troisième germe responsable, c'est le pneumocoque, le streptocoque pneumoniae. Et là, un des vaccins a été introduit, le premier en 2007 en Belgique. Et donc, actuellement, en dehors de la période néonatale, c'est le méningocoque et le pneumocoque qui représentent les principales causes. Alors, je vous ai juste mis cet article qui est quand même assez intéressant, qui a été publié l'année dernière d'une équipe hollandaise. Et en Hollande, c'est comme nous, comme la plupart des pays en Europe, il y a une trentaine d'années d'usage des vaccins conjugués. Et qu'est-ce qu'ils ont et si vous regardez, donc c'est chaque fois donc l'hémophilus, le méningocoque, le pneumocoque. L'hémophilus, le vaccin est introduit dans les années 90, chute drastique. Vous voyez qu'il n'y a quasi plus aucun cas en Hollande, et c'est un peu pareil chez nous. Le méningocé, comme chez nous, un pic important dans les années, fin des années 90, début 2000. Donc le vaccin est introduit. Et très rapidement, dans les 2 ans, on voit un succès vraiment très, très important de cette vaccination, puisque le nombre de cas de méningocé diminue très, très fort. Et puis, le troisième germe, le pneumocoque, ils ont introduit le vaccin comme chez nous, aux alentours de 2007, avec là une réponse, on ne va pas y venir, mais qui est partielle, parce qu'il y a énormément de types de pneumocoque, il y a 90 types, et le vaccin actuel, celui qui couvre le plus, il en couvre 13. Donc, c'est pour vous dire que le pneumocoque, oui, il circule encore, et c'est encore un agent important de méningite. Et puis, le méningocoque, là, c'est un peu différent, puisqu'en Hollande, ils ont introduit la vaccination plus complète en 2017. Mais vous voyez que, grosso modo, les chiffres de la Hollande sont assez impressionnants, puisque grâce à la vaccination, 75% des cas de méningite, on a diminué de 75% le nombre de cas de méningite. Donc, c'est important parce que quand une maladie devient rare, on oublie parfois d'où on vient et on oublie que la maladie est rare parce qu'on a des vaccins et que justement, il ne faut pas lever le pied sur ces vaccins, il faut continuer à les employer et il faut élargir. Donc, c'est les messages qui disent « Ah, mais pour l'instant, il y a peu de cas, donc on ne s'occupe pas trop de la vaccination ». Je pense que c'est un mauvais message. Il faut se rappeler d'où on vient et cette publication, je trouve, elle est vraiment assez importante pour ça parce qu'elle nous montre le succès de la vaccination et elle montre qu'il y a encore un petit peu de travail à faire également. Alors, juste pour vous situer, on ne va pas aller dans les détails, mais le pneumocoque,
en Belgique, n'est pas une maladie à déclaration obligatoire. Donc, quand on regarde les données du laboratoire de référence de la KUL, on a en moyenne 60 cas par an de méningite, tout âge confondu. Durant la période Covid, comme le méningocoque, ça a diminué d'environ 50%. Ce qui est plus intéressant, si on regarde les chiffres à la grosse louche, c'est de voir que la majorité des cas surviennent chez des personnes de plus de 16 ans, chez qui le vaccin n'est pas remboursé. Donc on reparlera de ce problème de remboursement vaccinal, tandis que vous voyez que chez les enfants de moins de 2 ans où le vaccin est dans le calendrier et est suivi, eh bien, on a seulement 6% des cas qui surviennent chez ces enfants. Donc ça reste une maladie importante qui touche peut-être plus l'adulte pour l'instant que l'enfant, une des raisons étant le non-remboursement du vaccin. Le méningocoque, donc pathogène extrêmement important dans l'origine de ces méningites chez nous dans la plupart des pays. Ce qu'on constate, c'est que depuis 2008, c'est tout à fait stable. Donc on a fait une bonne diminution avec le vaccin méningocé et puis il n'y a plus vraiment de progrès. On a chaque année plus ou moins une centaine de cas d'infection, tout âge confondu. Alors, on a vu, évidemment, j'ai mis excepté 2020-2021, parce qu'avec le Covid, les masques et toutes les mesures, comme c'est un microbe qui est dans le pharynx et qui se transmet par les sécrétions, le fait d'avoir un masque, de fermer les écoles, de fermer les universités, a permis de réduire drastiquement le nombre de cas. Mais, hormis cette période Covid, on est tout à fait stable à une centaine de cas. On a 3 pics. Les moins de 5 ans qui représentent le premier pic le plus important, les 5 à 15 ans le deuxième pic, et puis les personnes âgées qu'on oublie, les plus de 70, 80, 85 selon les données, qui sont aussi, par leur fragilité immunitaire, à risque d'infection à méningocoque. Alors, le méningocoque, il y a essentiellement 4 types qui circulent chez nous. Le type A se rencontre en Afrique. Donc le type B, il représente plus ou moins la moitié des cas. Et puis, on a le type WY qui représente plus ou moins 40% des cas à la grosse louche, et le type C qui ne représente plus que 4, 5, maximum 10% selon les années, grâce au succès de la vaccination. On a une mortalité, comme je vous ai dit, en Belgique, qui est de l'ordre de 5 à 10%, donc ça reste une maladie qui peut être prévenue par la vaccination, une mortalité très élevée. On n'a pas ce type de mortalité dans d'autres maladies pour lesquelles on donne les vaccins chez nous. Et ce qui est surtout important de se rappeler, c'est que les adolescents sont porteurs. Donc, un adolescent sur 3 quasi est porteur. Donc, si on fait un frottis dans la gorge, on va retrouver du méningocoque. Mais heureusement, la majorité vont l'éliminer. Mais ce méningocoque peut se propager à d'autres personnes. Et donc, ceci c'est vraiment important parce que pour nous, c'est la cible. Et toutes les campagnes de vaccination dans beaucoup de pays ciblent les adolescents parce que si on vaccine correctement ce groupe d'âge-là, on va diminuer la circulation du microbe et on va protéger les autres. La présentation clinique, elle est variée. Ça peut aller d'une présentation relativement fruste jusqu'à des formes extrêmement sévères comme ce patient avec des nécroses au niveau des membres et qui peuvent expliquer que certains patients peuvent même perdre un membre parce que le méningocoque ne donne pas que des méningites, il donne une infection aussi disséminée extrêmement sévère, ce qu'on appelle le purpura fulminant. Alors, une façon de regarder un petit peu une photographie de ce qui se passe chez nous, de l'article qui a été publié par le professeur Haas, on voit effectivement, comme je vous ai dit, en Belgique, ce pic dans les années 2000 de vert qui est le groupe C, avec une très bonne réponse au vaccin. Et puis, vous voyez que depuis 2008, on a une incidence stable jusqu'en 2019, avec une centaine de cas, essentiellement du groupe B dans un premier temps. Et puis, on voit apparaître ces nouveaux types, le type W et Y. Peu importe, c'est un peu compliqué. Ce sont des souches qui sont originaires, entre autres, pour le W du Brésil, puisqu'ils sont arrivés en Angleterre et puis qui ont diffusé sur le continent. Et donc, ça montre aussi toute la circulation de ces souches et l'importance de cette circulation au niveau mondial. Si on regarde les données de l'année dernière, les dernières données qui ont été publiées, oui, on a beaucoup moins de cas, puisque là, on a 24 cas confirmés. Ça, c'est l'effet Covid, au lieu d'une centaine de cas. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans ces 24 cas, il y a quand même 2 décès. Donc, ça veut dire qu'on est toujours dans ce range de 10% de décès. Et que si on regarde la distribution, c'est toujours un peu le même type de distribution, un peu plus de B, c'est vrai, que par rapport aux années précédentes. Mais surtout, et c'est ça où il faut insister, c'est qu'avec notre vaccination actuelle, et Marc Raas reviendra dessus, eh bien, on protège 4,2% des cas. Les autres années, c'était plus ou moins 10%, mais ça veut dire que si on ne change pas notre calendrier et si on ne change rien à notre manière de vacciner, eh bien, on va avoir une protection de 4-5% des cas d'infection à méningocoque, ce qui est
fort bas, eu égard aux vaccins qui existent contre les autres souches. Et donc on insiste vraiment, c'est ce qu'on appelle l'immunité de groupe, c'est-à-dire que si on vaccine correctement les adolescents qui sont le deuxième pic en incidence et qui sont eux porteurs, eh bien on peut avoir un effet, et de nouveau je ne vous ai pas montré, mais la Hollande a publié des très belles données où ils ont montré qu'en vaccinant les adolescents, eh bien ils ont trouvé un effet de diminution dans d'autres groupes d'âge, dont les personnes plus âgées qui ne reçoivent pas le vaccin, tout simplement parce qu'ils éliminent le portage de ces méningocoques au niveau du nasopharynx. Donc, vaccination des adolescents, beaucoup de pays en Europe sont en train de bouger vers cette... par exemple, les Anglais donnent le vaccin B chez les nourrissons et donnent le vaccin WY chez les adolescents. Donc, il y a plusieurs schémas possibles, plusieurs types de combinaisons possibles, avec toujours cet effet d'immunité de groupe important. Alors, on va terminer, et puis je céderai la parole à Marc Raas. Si on regarde le calendrier, et c'est bien là un petit peu le problème chez nous, 2021-22, c'est le même calendrier évidemment du côté néerlandophone, Kindengezien. On voit qu'on a donc nos 3 vaccins qui sont cités, l'hémophilus de type B qui est bien administré chez le nourrisson, avec une couverture très élevée, donc c'est pour ça que ce microbe ne circule quasi plus. Le pneumocoque qui est effectivement bien administré, le problème n'est pas la couverture, on a une très bonne couverture, mais c'est plus qu'il y a d'autres types qui apparaissent et que donc il y a des vaccins, des nouveaux vaccins qui sont dans le pipeline pour essayer de mieux nous protéger contre le pneumocoque. Donc ce n'est pas un problème de calendrier, ce n'est pas un problème de distribution, hormis chez l'adulte, puisque là il n'est pas remboursé. Et puis si on regarde le méningocoque, eh bien actuellement on a toujours uniquement notre vaccin méningo-C qui est donné à 15 mois, protection donc 4, 5, maximum 10% selon les années du nombre de cas. Et donc je vais céder maintenant la parole à Marc Raas qui va un petit peu expliquer justement ce qu'on a, les recommandations belges qui ont été émises. Merci David. Donc le professeur Tuurlink vous avait raconté qu'il existe plusieurs groupes de méningocoques. Il a dit que depuis 2001, on a un vaccin contre le sérogroupe C. Mais on a vu, comme il a dit, qu'il y avait d'autres sérogroupes qui venaient sur le terrain, disons le W, le Y et aussi le B. Et dans la première ligne, vous voyez que depuis 2019, on a introduit dans le Conseil supérieur de la santé a proposé de remplacer le vaccin contre le méningocoque C par le vaccin qui est là, le ACVY. Donc c'est un vaccin avec 4 sérogroupes parce que les autres étaient en train de monter dans la population. Donc c'est une action assez bonne, assez bien, mais vous voyez aussi, c'est dans le calendrier, donc on remplace l'ONE aussi Kindengezien demande aux parents d'aller au pharmacien. Donc, il faut le payer vous-même. Ce n'est pas remboursé, mais quand même, c'est proposé de changer le C vers le ACVY. Donc, ça, c'est une action assez efficace, mais la question de remboursement, on peut y discuter si vous voulez. Donc, on propose quelque chose, mais quand même, il faut suivre et être logique. Je crois qu'on va y penser à rembourser ce vaccin, oui ou non. Mais c'est dans le calendrier, et si les parents sont d'accord, les enfants à l'âge de 15 maanden sont vaccinés contre cette avec ce quadrivalent vaccin. La ligne au-dessus, c'est concernant le méningocoque B. Vous avez vu que le méningocoque B, ça fait environ 60-65% de tous les cas de méningite ou des infections par les méningocoques. Donc, c'est le plus important. Et vous voyez qu'il y a des propositions aussi par notre Conseil supérieur de la santé. Ils disent que c'est un vaccin qui est efficace, qui est safe, mais il ne propose pas de le mettre dans le calendrier vaccinal de routine, disons.
Et c'est un vaccin pour lequel il propose de y réfléchir par individu. Et les âges qu'on devrait commencer, vous avez vu l'épidémiologie, il faut commencer assez tôt, assez vite dans la vie, parce que l'infection commence déjà à l'âge de 1 ou 2 mois. Donc il faut être à temps. Quand on donne un vaccin, il faut avoir une protection qui est assez haute. Au moment que l'infection va se présenter à l'enfant ou à l'adolescent. Mais vous voyez aussi à votre côté droite, donc ce n'est pas dans le calendrier, ce n'est pas proposé de l'introduire pour le moment et ce n'est non plus remboursé. Donc ça, c'est la situation actuelle concernant le calendrier vaccinal pour les sérotypes différents qui existent encore dans notre population, pas seulement mondiale, mais aussi en Belgique. Je crois que... Oui. Ici, vous voyez, les 2 dias qui suivent sont un peu compliqués ou complexes, mais c'est pour vous démontrer que l'initiative de Société belge de pédiatrie n'est pas une initiative isolée ou excentrique. On suit des initiatives universelles, mondiales, globales, disons, et qui nous proposent de faire quelque chose contre ces maladies assez sévères, avec des morts et aussi avec des séquelles assez importantes. Et si vous avez ici une sorte de chemin, de roadmap, je ne sais pas si le roadmap... non? Il y a un dia qui n'est plus là. Mais vous voyez ici que le WHO, World Health Organization, avait le plan de se battre ou d'éliminer, si ce serait possible, tous les cas de maladies de méningite causées par les différentes bactéries que vous avez entendu expliquer par le professeur Turling. Et il avait 3 buts, 3 goals. Il voudrait éliminer les épidémies. On a toujours des épidémies. Tout récemment, on a une épidémie chez des adolescents en France, avec un sérogroupe assez virulent. Donc, on a l'intention d'éviter les épidémies et pour ça, on a les possibilités, les vaccinations pour éviter ça. Le deuxième but, c'est de diminuer les cas de méningite qu'on pourrait prévenir par les vaccins. Donc, on a les vaccinations dans les mains, disons avec 50%, et aussi les enfants qui vont mourir avec 70%. Donc, c'est un but assez comment on dit ça? Je ne le dirai pas. Et le troisième but, c'est de réduire les conséquences. Vous avez vu l'image avec la jambe qui pourrait être amputée causée par une infection des méningocoques. Donc, ça, c'est le troisième but. Et on a on a des possibilités, des piliers sur lesquels on peut baser ce schéma ou cette action plan d'action. Donc, on a les possibilités de prévenir. On a dit déjà qu'on a les matériaux, on a les possibilités par la vaccination. Il nous faut des possibilités de diagnostiquer et aussi de traiter les infections qui viennent chez nous. Et vous pouvez penser une fois au Covid-19, on avait des problèmes à diagnostiquer, aussi des discussions concernant le traitement. Il faut porter des masques ou il ne faut pas porter des masques, il faut vacciner les enfants, il ne faut pas vacciner les enfants. Donc, il faut réfléchir toujours sur les possibilités qu'on a pour diagnostiquer, mais aussi pour traiter certaines maladies qui se présentent dans le monde entier. Donc, réfléchir, et c'est aussi important de réfléchir aussi un peu ce qu'on a fait concernant le Covid-19 pour avoir des leçons pour l'avenir, pour d'autres infections. Il faut toujours aussi avoir une sorte de surveillance quand on implique
un traitement, une vaccination, un médicament, c'est toujours très important d'avoir des dates avant de l'introduction de cette mesure et après pour avoir des données concernant la sécurité aussi, mais aussi avec, concernant l'efficacité, hein, aussi pour convaincre les decision makers that you have to, que vous devez continuer à faire des efforts pour éliminer cette maladie. Ça, c'est très important et on n'a pas toujours des données assez correctes concernant quelques ou certaines maladies. Et alors, quand il y a des problèmes, quand il y a des personnes qui sont affectées par une maladie, il faut les supporter, il faut les aider aussi. Et c'est ça aussi un problème dans les balances de cost effectiveness. On n'a pas toujours pris tous les problèmes, toutes les conséquences à long terme. On a mis dans cette balance des problèmes assez aigus, mais on oublie où c'est assez difficile à quantifier des problèmes à long terme, des problèmes psychiques. Quand on a perdu une jambe, ce n'est pas un petit phénomène, c'est très important. C'est une personne qui vit toute sa vie avec cet handicap, disons. Donc ça aussi, on doit avoir attention pour ça. Et alors, nous sommes des pédiatres, nous sommes les avocats d'un groupe qui n'a pas de voix pour voter. Donc, je crois que c'est très important que les enfants sont supportés par nous et aussi les parents. Et c'est aussi pour ça qu'on organise des conférences et des initiatives comme celle-ci aussi pour donner les enfants un support et pour nous engager de se battre contre des arguments quand on utilise souvent pour ne pas prendre des décisions. Et c'est aussi pour ça qu'on a publié, et je crois que David va encore élaborer un peu là-dessus, dans notre journal de pédiatrie, Belgian Journal of Pediatrics, un article avec le premier auteur, le professeur Turlink, avec des propositions, mais je crois que ce sera la dernière partie de notre présentation maintenant, pour vous prouver peut-être qu'il faut réfléchir sur la situation actuelle concernant les vaccinations contre les méningocoques. David, à vous la parole. Oui. Voilà, donc on a réfléchi ensemble dans ce papier, entre autres, mais c'est aussi le fruit de réflexion avec toute une série de collègues sur des actions qui pourraient être entreprises pour essayer d'augmenter cette prévention contre la méningite. Alors la première chose, c'est vraiment augmenter la sensibilité tant des professionnels que du public, donc des parents et aussi des adolescents, parce que je pense qu'ils doivent être aussi informés sur l'existence de vaccins. Ça, c'est la première chose, enfin sur l'existence de la maladie et sur le fait qu'il existe des vaccins contre ces maladies. La deuxième étape importante, c'est vraiment, comme vous l'avez vu actuellement, on est obligé d'être proactif. C'est évident que si on suit juste le calendrier, on peut suivre juste le calendrier, ne rien expliquer aux parents, et puis c'est tout. Et effectivement, là, on a une protection qui est bonne, mais qui est sous-optimale. Donc, il faut être proactif. Et c'est ce qu'on fait, nous, hein, Marc sûrement, moi aussi en consultation, les pédiatres. Et c'est ça qui est quelque part compliqué actuellement, c'est qu'une consultation, une simple, entre guillemets, consultation du nourrisson va vous mettre de plus en plus de temps parce qu'il faut expliquer c'est quoi la méningite, il faut expliquer qu'il y a un vaccin contre le groupe B qui est recommandé à niveau individuel mais que les parents doivent payer, c'est de l'ordre de, si je me trompe, dans les 85 €, 87 € la dose fois 3, on voit déjà le coût. Et puis après, quand ils viennent à 12 mois, on doit leur dire, ah mais il y a encore une petite chose qu'on aimerait vous demander, c'est qu'à 15 mois, ce serait peut-être bien aussi de changer. Et là, les parents ne comprennent plus, parce qu'ils disent, oui, mais vous m'avez dit à 3 mois qu'on avait un nouveau vaccin. Oui, oui, mais il y a encore un autre. Et donc, rebelote, on redemande aux parents d'intervenir. Et donc, oui, les médecins doivent être proactifs. L'ONE, Kindergezin doivent être proactifs si on veut augmenter la couverture. Et là, on a énormément d'inégalités, évidemment, chez nous, puisqu'il y a le coût et il y a aussi le fait que vous pouvez vous retrouver face à un médecin qui ne va absolument pas vous parler des vaccins. Une troisième étape,
bon, là qui est plus en discussion au Conseil supérieur, c'était de dire est-ce qu'on peut mettre sur le calendrier des vaccins qui ne sont pas recommandés. Ce n'est pas l'habitude, et donc pour l'instant, cette étape-là, elle est un peu entre parenthèses. On pense par exemple, je ne sais pas, au vaccin varicelle, c'est un vaccin qui est recommandé dans certaines situations, mais il n'est pas dans le calendrier, et il ne se trouve pas. Donc si on doit commencer à mettre tous ces vaccins sur le calendrier, ça va être peut-être lourd, mais de nouveau, c'est quelque chose qui est en discussion. L'étape 4, c'est, et là, nous, ça nous paraît quelque chose vraiment important, c'est le remboursement. Surtout, comme Marc Raz vous l'a expliqué, le vaccin ACWY, il a été, le Conseil supérieur, ça fait déjà depuis 2019 qu'on demande qu'il soit dans le calendrier chez l'ado et chez le nourrisson. Et donc là, nous, on ne comprend pas ce gap entre une recommandation du Conseil et l'absence de remboursement des politiques, parce que ça crée de l'inégalité. Et puis aussi, et beaucoup d'enquêtes l'ont montré, c'est que quand un vaccin n'est pas remboursé, le public pense que c'est un mauvais vaccin, que c'est un vaccin qui est inefficace, ou que c'est pour faire vivre les firmes pharmaceutiques. Et donc, ce vaccin, il a mauvaise presse. Et donc, ce n'est pas facile de se faire accepter au public un vaccin qui n'est pas remboursé. Donc, nous, on estime, en tout cas pour au moins les recommandations du Conseil, donc la CWY, il est urgent de le rembourser chez nourrisson et chez l'ado. Le groupe B, c'est vrai que pour l'instant, c'est une recommandation individuelle, mais on pourrait aussi imaginer un remboursement partiel via l'INAMI, comme ça se fait par exemple pour le vaccin contre le rotavirus. Alors l'étape 5, on n'en a pas parlé ici, mais il y a des sujets à haut risque d'infection à méningocoque. Et donc ces personnes-là, même si ce sont des pathologies qui ne sont pas fréquentes, mais ce sont des pathologies à très haut risque, et donc ça nous semblerait important qu'au moins pour ces patients-là, il y ait un remboursement de ces vaccins. Et enfin, l'étape 6, mais c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, c'est on suit ce qui se passe dans les autres pays. Je vous ai dit, on suit de très près, par exemple, ce qui se passe en Hollande, en Angleterre. La France vient de décider le remboursement du vaccin méningo B. Donc, on regarde, l'Espagne a des schémas intéressants. Donc, on regarde vraiment ce qui se précipite. C'est une dégradation significative, importante de son état général. L'enfant n'est plus pâle, il est blanc. Je me souviens avoir pris son petit bras, puisqu'il avait 4 ans et demi, j'ai oublié de le préciser. J'ai pris son petit bras et il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de vie, plus de tonus, plus rien. Et là, vraiment, nous avons commencé à nous inquiéter. À ce moment-là, il est 19h, à peu près le lendemain, donc le lendemain du premier vomissement. Et puis, nous appelons une deuxième fois le médecin traitant, qui, lorsqu'il arrive, voit en même temps que nous les taches de purpura, les taches sous-cutanées au niveau de la main qui apparaissent. Et là, vraiment, on le voit partir. On voit que l'enfant ne réagit quasiment plus. Il y a quelques raideurs de nuque, mais elles ne sont pas significatives. Nous sommes donc partis vers un grand hôpital bruxellois, où le médecin aux urgences a immédiatement vu que quelque chose de grave se passait. Nous avons attendu 3-4 heures et puis ils sont venus nous chercher. Nous avons pu aller voir l'enfant qui était alité, apparemment dans un état à ce moment-là d'inconscience. Et les médecins nous ont dit, voilà, il y a une bataille entre la bactérie et l'antibiotique. Donc, ils avaient choisi à ce moment-là le spectre le plus large possible. Rentrez chez vous, il est 1h30, 2h du matin, rentrez chez vous, essayez de dormir un peu, et on vous appellera si la situation s'améliore ou si elle se dégrade. Et à 6h du matin, le téléphone a sonné, et je n'oublierai jamais ce moment où j'ai mis la main sur le téléphone en me disant l'avenir se joue, ou bien ça va mieux, ou bien c'est la catastrophe. Et heureusement, l'infirmière nous a dit, il s'est réveillé, il vous réclame, venez quand vous voulez. Et ça a été les premières paroles apaisantes, puisque nous avons eu beaucoup de chance. Nous y pensons encore souvent et nous considérons comme privilégiés. À partir de ce moment-là, tout a été progressivement de mieux en mieux. Il est resté quelques jours en soins intensifs et puis, si je me souviens bien, en chambre stérile quelques moments.
Et puis en service pédiatrique, il est resté en tout 15 jours à l'hôpital. Mais il a fallu une bonne dizaine de jours pour que on puisse dire on le retrouve. On le retrouve vraiment. Et à partir de ce moment-là, tout a bien été. Il n'y a eu aucune séquelle de type surdité ou autre. Il n'y a eu heureusement aucune attaque sur les membres telle que on l'a vu sur la photo que vous avez montrée, professeur. Voilà, nous sommes privilégiés, nous avons eu beaucoup de chance. Mais moi, je dirais comme conclusion, comme recommandation, je dirais deux choses. Premièrement, ne pas traîner et partir à l'hôpital dès que l'état se dégrade et qu'on voit clairement que quelque chose de grave se passe. Et deuxièmement, comme vous l'avez dit, parlez à votre pédiatre, mentionnez ces vaccins, parlez-en. À l'époque, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y en a. Et il y en a plusieurs. Ça devrait être pris en considération en espérant qu'un jour, on puisse aller jusqu'au remboursement que vous venez de mentionner. Voilà. Normalement, la conférence devait se faire bilingue, mais comme vous n'êtes que des francophones présents, on a aussi une maman qui voulait témoigner en néerlandais. Et hoor je ons? Ja, ik kan jullie horen. Horen jullie mij ook? Wij horen jou ook. Oké. Het woord is aan jou, Lien. Ja, goedendag allemaal. Ik ben dus Frederik Leen. Ik ben de mama van Lias. Lias is nu ondertussen 8 jaar. Lias heeft eind januari, 30 januari 2016, een meningitis type B met sepsis ondergaan. Ja, dat is hel als je dat als ouder meemaakt. Ik wist toen op dat moment niet dat er een vaccin tegen meningitis type B bestond. Hij heeft de gewone vaccinaties altijd gehad via kind en gezin. Er is bij mij, kind en gezin heeft mij daar nooit iets over gezegd. Dus ik wist begot niet dat ze bestonden. Als ik het geweten had, ook al kost die vaccinatie nu nog altijd €89 per vaccinatie, had ik het zeker wel laten zetten. Als ik nu zie welk nadeel het allemaal heeft gebracht voor mijn zoontje. Hij is nu 8. Heeft met die meningitis op intensieve gelegen. Is op 1 uur of 3 van een kind met een gewone oorontsteking naar een doodziek kind wat op intensieven hebben gelegd. Wat daar bijna in coma heeft gelegen. Wat er nu nog altijd na 7 jaar, of ja, bijna 7 jaar, de gevolgen van draagt. Ja, het is gewoon de hel. Dus ik hoop dat ze die vaccinatie er ooit door krijgen. Dat het voor zoveel meer mensen, ouders, mogelijk is voor een kind tegen deze hel, het is gewoon de hel, te kunnen beschermen. Want ja, dat kun je alleen met een vaccinatie. Je kunt dat niet met iets anders. Dus ja. Dank u, mevrouw Frederiks, voor u. Ze is verdwenen, ik weet niet of ze mij nog hoort. Ja. Voor u. Ik hoor u nog, dokter Haas, ik hoor u nog. Bedankt voor de moed om dit hier even te komen vertellen. Ik ga verder in het Nederlands, je continu aan Nederland. Wel, u hebt 2 heel belangrijke zaken beklemtoond. Hè. De mensen moeten op de hoogte zijn. De professor natuurlijk heeft ook gezegd, awareness, dus het op de hoogte zijn. Avoir la connaissance de l'existence des vaccins. C'est très important, il faut informeren. We moeten de ouders informeren. Als zorgverstrekkers bij die opdracht. Ik voel een beetje, u hebt mij dat ook gezegd. Hè. Ja. Mag wel toegeven dat we elkaar kennen. Ik ken Lias ook behoorlijk goed. Ja, dat je het eigenlijk heel jammer vond dat je niet op de hoogte waart. Nee, ja. Op de hoogte zijn, oké, dat is zeer belangrijk. Dat is onze opdracht als zorgverstrekkers. Ik zou zeggen, waar u ook werkt, overheidsdiensten of privé, ik denk dat we zich daar soms over zetten. Ja, zijn eigen ethiek moet volgen en mensen moet gaan inlichten over iets wat bestaat, waarmee we zeer ernstige ziektes kunnen gaan voorkomen. Qua consequenties, maar ook qua mortaliteit. En ja, Elias heeft er, als ik dat mag zeggen, toch wel
iets aan overgehouden. Hè. Ja. Belasting geweest, maar je hebt een paar andere zaken niet verroerd. Maar ik denk dat we dat moeten toegeven. En dan ten tweede, ja, het kostenplaatje. Ik heb u horen zeggen, het kosten wat het kost. Hè. Ik denk dat iedereen die kinderen heeft hier in deze zaal, als ik zou vragen, zal de prijs €86,52 u tegenhouden. Er zal niemand ja zeggen. Ik denk dat wij ook als zorgverstrekkers moeten durven spreken over iets wat kost. En het zijn de ouders zelf die beslissen wat ze doen, of ze gaan, ja of nee. Maar ik denk dat misschien ook wel een beetje dokter Haas aan de alleenstaande ouders, ik zeg maar iets, alleenstaande ouders, mensen met een minder inkomen. Voor die mensen is die €86 maal 2 of 3, ik weet niet hoeveel het er nu te zijn, is voor die mensen heel veel geld. Hè? Ja. Dus ik denk dat dan een deel van die mensen gewoon erin afhaken, omdat ze gewoon dat geld niet hebben, daar niet aan kunnen besteden, wat elke maand, zeker nu, zeker in deze tijd, met alle hoge kosten, elektriciteit, wat is het allemaal, tanken, alles wordt dubbel zo duur. En de lonen stijgen eigenlijk niet. Wat ze ons daar beloofd hebben in de regering is eigenlijk een habbekrats voor heel veel mensen. Hè? Dus dan denk ik, ik heb heel veel bang, dat er juist nu nog minder mensen hun kinderen gaan laten vaccineren, omdat het juist die €86, zoveel kost per injectie. En nu zeker in deze tijd, ik heb er echt heel veel schrik voor. En dan denk ik, ik hoop dat ik nu met mijn getuigenis, al kan ik maar 1 kind redden, dat niet moet meemaken, de hele miserie wat wij hebben meegemaakt. Het Lias loopt nog alle dagen tegen de restletsels van zijn meningitis op. Had ik het geweten, dan had ik misschien, maar ik vind het gewoon inderdaad heel jammer dat ik het niet wist. Nu, maar mijn betoog over de kostprijs was nog niet af. Ja. Ik wil alleen maar zeggen dat we ons niet moeten geremd voelen om iets voor te stellen dat veel kost. Maar, dat hebben we denk ik ook wel duidelijk laten blijken, we moeten ervoor strijden als we het inderdaad, heel simpel gezegd, maar toch heel ferm bedoeld, de moeite waard vinden. En het is zeker de moeite waard als je de nadelen die u hebt geschetst en ook de vorige spreker, om daar voor te gaan. Ik denk dat we ook als sociëteit van kinderartsen, die de advocaten van onze kinderen zijn, wat ik ook heb gezegd, dat wij er ook moeten voor pleiten om binnen de mogelijkheden die we hebben qua budgettering toch te gaan voor een zekere vorm. Natuurlijk heeft gezegd misschien een gedeeltelijke remboursering, dus terugbetaling zoals het Rota-vaccin dat geïntroduceerd is in 2005, 2006, 2007, excuseer. Dat in Frankrijk is het inderdaad sinds maart in de calendrier opgenomen en is het volledig terugbetaald. 75% door de Franstalige regief, zal ik maar zeggen, INAMI, en de andere derde door de verzekeringsmaatschappij. Dus, en zij hebben het, en u hebt het ook aangehaald, daar is onevenwicht in inkomens van de ouders, ook in dit land. En zij hebben eigenlijk, ik zou zeggen, hun slag thuis gehaald door te wijzen op de ongelijkheid van bepaalde groepen, de minder bedeelden, die eigenlijk het vaccin zich niet kunnen permitteren. 3 keer €86. U hebt maar 2 kinderen of 3 kinderen onder die leeftijd. Ja, u ziet het kostenplaatje al. Dus ik denk dat we moeten, binnen de mogelijkheden die we hebben, er zijn heel veel uitgaven te doen van overheidswegen, maar goed, dit is ook belangrijk. Als we het overlijden van een kind en de langdurige sequellen kunnen gaan redden daardoor, dan moeten we daar heel goed over nadenken waar we in onze maatschappij de prioriteiten leggen. Inderdaad, dat is ook zo. Maar ik vrees dat er eerst nog een paar moeten overlijden, hoe erg het ook is, eer ze dat er bij jullie in Brussel nog hebben. Helaas. Il y a des questions? Journalistes, ou des remarques, ou des propositions, ou d'autres choses? Vous êtes convaincu? Si vous avez envie de lire notre article, ce n'est pas difficile à vous l'envoyer. Hein. Donc on a dans notre journal, le Belgian Journal of Pediatrics, on a publié un peu ce qu'on a raconté concernant les chiffres et concernant l'épidémiologie, et concernant aussi les 6 étapes ou les 6 piliers, ou comme on dit, les 6 steps qu'on propose pour pousser un peu dans la direction que le WHO a proposition. Donc à 2030, on pourrait
pas éliminer, parce que je ne sais pas si on peut éliminer, mais se battre contre cette maladie assez sévère. Donc, dans cet article, on vous donne des propositions pour y arriver aussi en Belgique. Donc, ce n'est pas une initiative nationale, hein. C'est encadré par une initiative globale, universelle, internationale, avec le WHO, comme vous connaissez, étant une organisation assez importante. Pas de questions? Mevrouw Klaassen-Frederiks, merci. Ja, oké, graag gedaan. De groeten aan Lias en zijn broer. Dat ga ik doen. Dat ga ik doen. Dank u wel. Dag. Voilà, merci d'être ici.